qu'est-ce que l'article 40 du Code de procédure pénale? Cet article permet et même oblige tout fonctionnaire ou élu à signaler des délits et des crimes qu'il aurait pu constater. C'est ce que j'ai fait pour le dossier de la Grande Mosquée de Paris en tant que député. Sur les faits eux-mêmes, le journal L'Opinion a révélé lors d'une enquête fouillée le 20 janvier dernier l'existence d'un système de certification halal très controversé entre la Grande Mosquée de Paris et l'Algérie. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un système de certification obligatoire pour les entreprises françaises qui veulent exporter vers l'Algérie pour une large gamme de produits alimentaires qui vont des viandes aux produits laitiers, en passant par exemple par les biscuits. Donc très au-delà des recommandations religieuses habituelles en la matière. Il s'agit d'une forme de droit de douane imposé aux entreprises françaises et avec un certificateur exclusif, à savoir la Grande Mosquée de Paris. Ce système de financement rapporterait au moins 5 millions d'euros chaque année à la Grande Mosquée de Paris. C'est une estimation basse d'ailleurs, et ceci sans aucun contrôle sur la finalité des fonds. Donc le fait qu'il y ait un certificateur unique imposé par l'Algérie peut poser un problème du point de vue du droit de la concurrence et pourrait relever de la pratique anticoncurrentielle. Alors il faut comprendre comment est gérée la Grande Mosquée de Paris. Depuis le départ, la Grande Mosquée de Paris est gérée par une association qui s'appelle la Société des Habous. À côté de ça, pour l'activité proprement commerciale de certification dont on vient de parler, il existe une société qui est présidée par le recteur de la Mosquée de Paris et qui est dirigée par son bras droit, qui est un proche des services secrets algériens. Alors comme vous avez pu le constater, les relations entre l'Algérie et la France se sont considérablement tendues ces dernières semaines. C'est d'abord le fait de cette affaire dite des influenceurs algériens, à savoir des influenceurs très suivis sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, qui menacent directement la France et les Français avec des menaces de violence, d'attentats, etc. Le ministre de l'Intérieur s'est donc saisi de ce dossier et en réaction, l'Algérie a refusé de reprendre ces influenceurs sur son sol qui avaient pourtant été expulsés par les autorités françaises. Donc loin de condamner ces influenceurs, la Grande Mosquée de Paris, en son porte-parole et recteur, a refusé de condamner ces agissements, et non seulement a refusé, mais a condamné le lanceur d'alerte qui était à l'origine de la découverte de ces influenceurs. Donc par ailleurs, sur le dossier de la certification halal au sein de la Grande Mosquée de Paris, c'est quelque chose qui était connu à la fois par l'Élysée, par la Commission européenne d'ailleurs qui avait commencé à enquêter, par le ministère de l'Intérieur aussi. Et cet article de l'Opinion vient rendre publique cette information qui jusque-là était tout à fait discrète, méconnue. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet article du 20 janvier, l'Opinion cite une source anonyme au sein de l'Élysée qui a une parole assez éclairante. Il dit « Si les Français savaient les chiffres du halal en France, ça pourrait constituer un argument de campagne pour Marine Le Pen ». En effet, la certification halal n'est pas le seul grief qui est adressé à la Grande Mosquée de Paris, et en particulier à son recteur. En 2020, le recteur de la Grande Mosquée de Paris avait déclaré que la Grande Mosquée de Paris serait d'abord et avant tout algérienne et ne serait jamais que cela, donc montrant ainsi son allégeance au régime algérien. En 2022, le régime algérien a donné 2 millions d'euros pour le financement de la Grande Mosquée de Paris. Et c'est cette même année d'ailleurs que le régime algérien a décidé que la certification halal donc établie par la Grande Mosquée de Paris serait exclusive pour les produits exportés en Algérie. Par ailleurs, en 2023, le recteur de la Grande Mosquée de Paris participe au 12e colloque des frères musulmans de France. Et cette même année 2023, il déclare, je cite, « Je suis l'organisateur de la communauté nationale ». Et quand il parle de communauté nationale, évidemment, il ne parle pas de la communauté française, mais de la diaspora algérienne en France. Alors, organisateur de la diaspora algérienne en France, on l'a bien vu lors des élections présidentielles algériennes, puisqu'il a organisé sur le sol français des réunions pour soutenir
le président algérien en pleine campagne présidentielle algérienne. Par ailleurs, et dans l'autre sens, il n'hésite pas à faire de l'ingérence politique dans les élections françaises, puisqu'il a appelé, je cite, à faire barrage à l'extrême droite lors des élections européennes. Par ailleurs, il y a le dossier du Hamas. Après le 7 octobre, il a refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Et quelques mois plus tard, en mai 2024, il a reçu, avec, je cite, enthousiasme, Rima Hassan, dont on connaît les positions. Enfin, il a toujours refusé de condamner l'arrestation par le régime algérien de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui est pourtant un prisonnier purement politique auquel on reproche simplement sa liberté d'expression. Alors, il faut bien comprendre que depuis 1962, l'Algérie est dirigée par le FLN et que par définition, le régime algérien voue une haine viscérale vis-à-vis de la France, en essayant dans ses relations avec la France de tirer une sorte de rente mémorielle par rapport à son passé. Ensuite, il y a un élément plus récent sur le plan des relations internationales qui tient à la position de la France sur le Sahara occidental. Vous savez que Emmanuel Macron a reconnu au Maroc une légitimité dans sa revendication du Sahara occidental, et cet élément, l'Algérie veut le faire payer à la France. Enfin, sur le plan de la politique intérieure, on assiste en particulier depuis 2019 à un net durcissement du régime algérien qui glisse progressivement vers un régime quasi dictatorial. En effet, 2019, c'est l'année des manifestations anti-Bouteflika. Donc c'est le moment où une partie de la jeunesse algérienne a commencé à reprocher son durcissement et sa politique au régime algérien. Et enfin, ce durcissement a trouvé son apogée avec l'arrestation arbitraire et absurde de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, pour le simple fait de sa liberté d'expression. Alors que très partiellement, puisqu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de déclarations de Bruno Retailleau, mais qui ne sont d'une part pas suivies des faits, et d'autre part, on a un silence du Premier ministre et du Président de la République sur la question. Ça s'est vu sur l'affaire des TikTokers algériens, puisque Bruno Retailleau a procédé à l'expulsion d'un TikToker qui a été donc renvoyé à Alger, et le régime algérien n'en a pas voulu et l'a renvoyé en France, et actuellement il se trouve en centre de rétention administrative. Donc on voit que comme mesure de rétorsion, c'est assez limité. Par ailleurs, on parle beaucoup de l'accord de 68 franco-algérien, dont on demande la dénonciation. Bruno Retailleau est également sur cette ligne-là, sauf que concrètement, il ne se passe rien. Pareil sur la politique de visa, M. Retailleau s'est montré plutôt allant à faire des mesures de rétorsion sur les visas, ainsi que sur la venue de dignitaires, sur les facilités pour les dignitaires algériens qui viennent se faire soigner en France en vertu d'un accord très laxiste de 2013. Et concrètement, là aussi, il ne se passe rien, donc il ne faut pas attendre grand-chose de ce gouvernement pour mettre en œuvre des mesures de rétorsion fortes vis-à-vis du régime algérien.